Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Face à une situation épidémique jugée préoccupante, le gouvernement cherche à éviter la propagation de variants comme celui qui ravage le Brésil. La France a donc imposé une quarantaine aux voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud. Côté vaccination, la campagne continue, mais rencontre les réticences des citoyens, notamment vis-à-vis du vaccin AstraZeneca. La sortie de crise passera-t-elle par une vaccination de masse? Et pour parler tout d'abord des variants, je suis en compagnie de Jean-Michel Pawlowski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes virologue au CHU Henri Mondor. Henri Mondor, c'est un nom connu dans le domaine de la médecine et c'est aussi maintenant le nom d'un variant. Expliquez-nous, Jean-Michel Pawlowski, comment vous avez fait pour découvrir, pour identifier ce variant et quelles sont ses spécificités? Alors le variant que nous avons appelé Henri Mondor, mais qui a évidemment un nom beaucoup plus scientifique, a été identifié par l'analyse systématique dans le cadre des enquêtes que nous réalisons à l'hôpital Henri Mondor de Souches, à partir de ce qu'on appelle un cluster, c'est-à-dire un foyer épidémique de 4 personnes. Nous avons séquencé le génome du virus de ces 4 personnes et il s'est avéré qu'ils étaient tous identiques et différents de tout ce qu'on connaissait. Il s'agissait donc d'un nouveau variant. Un variant avec 18 mutations sur son génome, donc 18 changements d'acides aminés, dont 8 dans la protéine spike, cette fameuse protéine qui est impliquée dans l'entrée du virus dans les cellules, mais également dans la protection par les anticorps neutralisants. Et en particulier, 2 de ces mutations pouvaient améliorer l'infectivité de ce virus et également potentiellement diminuer légèrement la sensibilité à l'action des anticorps neutralisants induits par la vaccination. Le cadre dans lequel ça s'est fait, c'est un cadre de surveillance nationale des virus du SARS-CoV-2 qui est réalisé par la plateforme Henri Mondor, qui est une des 4 plateformes nationales de surveillance. Donc aujourd'hui, on a un système de surveillance très efficace qui nous permet d'identifier ces nouveaux variants. Une fois qu'ils sont identifiés, ce qui est très important, c'est de surveiller comment ils se comportent. Est-ce qu'ils sont minoritaires? C'est le cas du variant Henri Mondor aujourd'hui. Donc il est surveillé, mais il ne nous semble pas se propager à grande vitesse. Ou est-ce qu'il y a des variants majoritaires ou des variants qui prennent le dessus sur d'autres variants? Et ce programme de surveillance nous permet justement d'avoir une photographie répétée très précise de l'évolution des variants dans le pays. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Est-ce que l'on séquence tous les tests PCR positifs? Alors on fait plusieurs choses. D'abord, on réalise sur ces 4 plateformes nationales et quelques autres laboratoires hospitaliers des enquêtes flash tous les 15 jours où on va faire comme un sondage politique, c'est-à-dire qu'on va faire un échantillonnage dans tout le territoire national et séquencer les virus de cet échantillonnage et avoir des pourcentages. Et ça nous donne une répartition des différents variants sur le territoire national avec une certaine granularité, puisqu'on sait quels variants sont plus fréquents dans telle région ou dans telle autre. On peut réellement avoir cette photo, et cette photo, elle est réalisée toutes les 2 semaines par les plateformes nationales. Et puis en plus, on séquence les virus qui sont trouvés positifs chez nous, et puis on va aussi séquencer un certain nombre de populations particulières. Par exemple, des clusters. Vous avez un cluster qui survient dans un EHPAD, dans une ville X ou Y. On va séquencer pour voir quel virus se propage. On va séquencer des infections qui surviennent chez des sujets avec des maladies graves. On va séquencer des infections chez des patients immunodéprimés. Enfin, tout un tas de populations qui sont surveillées de façon tout à fait régulière. Mais alors, pour séquencer un virus, comment s'y prend-on? Parce que donc un virus, si on le déplie, il y a énormément de gènes sur le virus. J'imagine qu'on ne regarde pas tout, 30 000 séquences pour le SARS-CoV-2. Donc vous n'avez pas la possibilité, peut-être même pas l'envie d'ailleurs, de séquencer ces 30 000 gènes, Jean-Michel Pawlowski. Alors c'est 30 000 nucléotides, ce qui fait plusieurs gènes, mais on a aujourd'hui des technologies qui nous permettent de séquencer l'ensemble du génome. Qu'est-ce que c'est un virus? Un virus, c'est un morceau de génome, un morceau d'information génétique qui est replié à l'intérieur d'une capside, une boîte protéique, et puis dans une enveloppe. Voilà, c'est quelque chose de très rudimentaire. Et ce qu'on veut, c'est décoder le code génétique du génome qui est à l'intérieur de cette boîte. Aujourd'hui, avec les techniques qu'on appelle des techniques de séquençage de nouvelle génération, c'est le NGS, Next Generation Sequencing en anglais, qui sont très puissantes, on est capable en quelques heures d'avoir l'ensemble de la séquence, l'ensemble du code génétique du virus. Et ça permet de le classer très facilement par rapport aux autres séquences qui sont connues, en particulier en utilisant des bases de données qui sont des bases internationales, la fameuse base J7, et de voir tout de suite ce qui rentre dans un cadre connu, mais de voir également
ce qui sort de ce cadre connu et l'émergence de nouveaux variants. Donc oui, on séquence tout le génome des virus, l'intégralité des 30 000 nucléotides, et on peut de cette façon reconstituer de façon très précise la cartographie génétique de chaque virus. Mais à quoi ça sert de les nommer? Alors, le variant Rimondor, mais il y a aussi d'autres variants, le variant anglais qui est particulièrement répandu en France, et puis les autres variants, par exemple le variant P1, qui est aussi appelé variant brésilien, qui suscite un certain nombre d'inquiétudes. À quoi ça sert de les nommer dès lors qu'il y a des mutations perpétuelles sur tous les virus? Est-ce qu'on a affaire à une taxinomie, autrement dit à des catégories qui sont fixes, à l'intérieur desquelles il y a des variations mais limitées, ou bien on a affaire à des virus qui mutent tous tout le temps? Alors le virus SARS-CoV-2 est un virus qui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, est assez peu variable. Déjà, la raison pour laquelle on les nomme et on leur donne le nom anglais, brésilien, etc., c'est juste mnémotechnique. C'est pour pouvoir nous en parler. Parce qu'ils ont des noms très compliqués qu'il est absolument impossible de retenir si on n'a pas le tableau sous les yeux. Et nous, quand on discute entre nous des noms scientifiques de ces variants, on a le tableau sous les yeux pour être sûr de pas se tromper, parce qu'il y a le linéage, certaines mutations, etc. Donc entre nous, on parle de variants brésiliens, anglais, etc. Ce sont des groupes de variants. Ce sont des groupes de variants qui se propagent. Le répertoire de variations de ce virus n'est pas infini, en tout cas pour ce qu'on en sait aujourd'hui, puisqu'on est encore au début de l'épidémie. C'est un virus qui est apparu il y a un peu plus d'un an. Donc on découvre, et on découvre avec des moyens qui n'existaient pas avant. Donc c'est la première fois qu'on est capable de disséquer comme ça une pandémie, parce qu'on a des moyens qui sont extraordinaires et qui sont de développement récent. Et ce qu'on voit d'abord, c'est que le virus n'a pas varié du tout, parce qu'il n'avait pas de pression sélective, il n'y avait pas de pression immunitaire, puisque le virus est rentré comme dans du beurre dans la population qui n'était pas exposée, pas préparée du tout. Et puis il a commencé à varier, il a commencé à muter au moment où un certain niveau d'immunité générale s'est installé. Pourquoi ? Parce que des virus avec les mutations se sont retrouvés mieux adaptés pour se propager, mais ces mutations se font en général selon le même répertoire. Donc on voit apparaître dans différentes régions du monde des variants à lesquels on donne des noms différents, mais qui ont en fait les mêmes mutations, mais dans le désordre. Donc vous allez retrouver des mutations communes à tous ces variants, mais chaque variant va être un peu différent. Et puis ça forme des groupes qui sont bien adaptés, qui grossissent. Et on a vu par exemple qu'aujourd'hui, le variant anglais, il est devenu majoritaire en Angleterre, 99,9% des cas. Ici en France, on est à 85%. Et ce variant, à son tour, il va pouvoir muter et donner naissance à un autre variant. Et ce qui est en train de se passer en France, c'est que ce variant anglais, il est en train d'acquérir une autre mutation, qui est la mutation en position 484, qui est une mutation qu'on connaît parce qu'elle existe sur le variant sud-africain, par exemple. Donc ça va nous faire un sous-groupe. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des groupes de virus, ces variants, que tous les virus sont bien sûr un peu différents, mais ils ne sont pas complètement différents. Ce n'est pas du n'importe quoi. Voilà, il y a un côté systématique, systématisé de la classification. Mais alors, quand vous dites qu'il y a une variation sur le variant anglais que l'on connaît déjà sur le variant sud-africain, est-ce que ça signifie qu'on a affaire pour ces deux variants à une convergence évolutive, Jean-Michel Pawlowski ? C'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle une convergence évolutive. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de changements d'acides aminés favorisent la multiplication du virus. Et donc, tout virus qui, par hasard, va acquérir cette mutation va être favorisé par rapport aux autres. Et il y a plusieurs façons d'arriver à ça. On peut acquérir une mutation en position 484, on peut acquérir une mutation en position 501, en position 452. Enfin, on connaît un certain nombre de mutations qui favorisent la propagation des virus et sans doute qui diminuent un petit peu leur sensibilité à la vaccination. Et vous comprenez bien que le hasard va faire qu'une mutation favorisante va survenir sur un virus. Si le hasard fait qu'une autre, qui est également connue comme favorisante, arrive sur ce même virus qui a déjà muté, ça va lui redonner un avantage supplémentaire. Et de cette façon, on arrive exactement à ce que vous dites, c'est-à-dire à une convergence évolutive. Et on pense, mais encore une fois, il faut vraiment attendre de voir ce qui va se passer, parce qu'on est au début des choses, on pense qu'à un certain moment, ces choses-là vont se stabiliser, parce que le répertoire de mutations possibles est limité. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle et je pense qu'il faut qu'on fasse attention aux nouvelles qu'on donne parce que mais des bonnes, on n'en a pas tant que ça quand même. Ben je dirais pas ça. Je dirais expliquez-nous pourquoi. Non, écoutez, déjà parce que on a un virus qui apparaît au mois de décembre, qui est séquencé entièrement au mois de janvier.
qui est connu. On a des vaccins qui arrivent en moins Absolument, d'un an. Ça, on en parlera dans quelques minutes. Ce que je veux dire, c'est que on a un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles. Et il faut qu'on fasse très attention, nous scientifiques, et puis vous aussi sans doute, à les hiérarchiser. Et à ne pas cacher les mauvaises nouvelles, mais aussi à bien insister sur les bonnes nouvelles. Non, quand je parlais de bonnes nouvelles, l'apparition des variants en décembre a été perçue comme étant une mauvaise nouvelle parce qu'on avait l'apparition de vaccins et puis concomitamment, on s'est rendu compte qu'il y avait des virus qui pouvaient échapper à ces vaccins parce qu'ils avaient muté. S'il y a une convergence évolutive, ça veut dire que l'on sait où taper parce qu'il y a 1273 acides aminés pour la protéine Spike. Si les variations, elles sont localisées, ça veut dire que finalement, la nature même de cette protéine Spike, je le dis avec mes mots, n'est pas conduite à être véritablement différente d'un virus à l'autre. Absolument. Déjà, dire que les variants ont été une mauvaise surprise, pour nous virologues, la surprise, ça a été que ça ne survienne pas plus tôt. Et encore une fois, c'est la première fois qu'on est capable de disséquer une pandémie comme ça, jour après jour. Et nous, on attendait l'apparition de variants bien avant la fin de l'année dernière. Simplement, on a compris qu'il fallait attendre qu'un certain degré d'immunité s'installe. Les protéines des virus, comme nos protéines à nous, elles ne peuvent pas varier à l'infini. Elles sont soumises à des contraintes qui sont liées en particulier à leur forme qui définit leur fonction. Donc, n'importe quel changement d'acide aminé ne peut pas survenir. Il y a des endroits où ça peut changer et d'autres endroits où ça ne peut pas changer. Et aux endroits où ça peut changer, ça peut parfois changer d'une certaine façon, mais pas de n'importe quelle façon. Donc il y a des contraintes. On connaît bien ça sur d'autres virus qui sont beaucoup plus variables que celui-là, comme le VIH, comme le virus de l'hépatite C, qui ont quand même des contraintes. Donc là, on a des contraintes qui sont liées à la conformation, à la capacité de la protéine Spike de venir se fixer un peu comme dans un puzzle sur son récepteur, et ensuite de mener à une pénétration. Donc beaucoup de mutations sont létales, elles vont tuer le virus. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est un peu toujours les mêmes qui arrivent, qu'on risque d'arriver à une certaine stabilisation et qu'avec les technologies qu'on a aujourd'hui pour la vaccination, et c'est intéressant aussi pour du développement de traitements antiviraux, on pourra en reparler, cette stabilisation veut dire que la course, on peut la gagner. On peut développer de nouveaux vaccins ARN très vite, qui prendront en compte ces mutations et qui élargiront le niveau de protection. Mais alors, la crainte dans la pensée naïve Jean-Michel Pavlotsky, c'est qu'il y ait l'un de ces variants qui soit un variant tueur et qu'il y ait véritablement, là, à ce moment-là, une létalité beaucoup plus grande du virus. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez en tant que virologue ? Alors, d'abord, moi, je redoute rien. J'essaie d'analyser et de voir les choses. On a l'expérience du premier SARS, du premier virus SARS, qui était un virus qui est très voisin de ce virus-là et qui était associé à une létalité très importante. J'ai tendance à dire que c'est moins grave quand c'est très grave. Pourquoi ? Parce que le problème qu'on a aujourd'hui avec le Covid, c'est la majorité de gens qui sont asymptomatiques et qui transmettent la maladie. Lorsqu'une maladie est systématiquement très grave, paradoxalement, c'est assez facile de lutter contre parce qu'on identifie très vite les patients, on les isole, on prend des mesures de protection des personnels soignants, évidemment, c'est ce qui se passe pour Ebola, et on arrive, et vous voyez que pour Ebola ça marche, on arrive, après quelques semaines, quelques mois d'épidémie, à circonscrire l'épidémie et à l'arrêter. Donc à la limite, c'est pas tellement ça qui est inquiétant. Ce qui pourrait nous inquiéter, c'est que ce virus varie à l'infini et échappe en permanence aux moyens qu'on met pour lutter contre lui. Et pas la gravité plus grande, parce qu'encore une fois, si un variant un jour était associé à des formes plus graves, ce serait beaucoup plus facile de s'en débarrasser. Maintenant, l'évolution naturelle de ce genre d'épidémie, mais encore une fois, on la découvre au fur et à mesure, mais l'évolution naturelle de ce genre d'épidémie, c'est plutôt d'aller vers l'atténuation. Pourquoi ? Parce que le virus, à un moment, après avoir tué tout ce qu'il devait tuer, va trouver un équilibre avec les populations humaines et il a intérêt à se prolonger, il a intérêt à rester là. Et c'est probablement ce qui s'est passé pour les autres coronavirus qui aujourd'hui sont associés à des rhumes tout à fait bénins et qui sans doute, et en tout cas on a des soupçons pour l'un d'entre eux, ont été à l'origine de pandémies comme celle qu'on vit aujourd'hui avec pas mal de mortalité au début et puis une atténuation qui s'est faite au fil du temps. Vos soupçons portaient sur quel type de virus ? Alors on pense aujourd'hui qu'une épidémie qu'on a appelée la grippe russe, qui est survenue, qui a commencé en 1889 et qui s'est poursuivie environ 5 ans, qui ressemble vraiment
énormément à la nôtre, mais à l'époque, il n'y avait pas l'information, le séquençage, etc. C'est l'introduction dans le monde d'un coronavirus qui s'appelle le coronavirus OC43. On n'a pas de preuves formelles parce qu'on n'a pas pu dans les cadavres. C'est un virus ARN, donc l'ARN est détruit facilement. On n'a pas pu retrouver ce virus, mais on pense qu'il y a eu une pandémie du même type que celle qu'on vit aujourd'hui, qui a été favorisée par les transports parce que c'était l'essor du chemin de fer et le début des échanges internationaux qui a tué pas mal de monde et qui a été à l'origine de l'implantation de ce virus OC43 qui aujourd'hui est un virus tout à fait banal qui circule chez nous et qui est responsable de rhume tous les ans. Mais alors, ce qu'il y a également dans l'imaginaire commun, c'est celui de la grippe espagnole. Et pour la grippe espagnole, il y a eu une létalité différente d'une période à l'autre pendant la durée de vie du virus. Enfin, je parle de la durée de vie sociale, donc 2 ou 3 ans, avec peut-être une mortalité plus importante pour la deuxième année, ce qui, là aussi, nous fait peur. Alors, vous allez le dire avec vos mots, Jean-Michel Pavlotsky, mais quand vous observez par exemple cette pandémie qui a été combattue sans moyens véritables, on donnait de l'huile camphrée aux malades, est-ce que vous vous dites finalement qu'au bout de 3 ans, le virus avait fini de muter et la population avait atteint une immunité collective suffisante ? Alors, c'est complètement différent pour plein de raisons. D'abord, le virus de la grippe n'a rien à voir avec les coronavirus. C'est un virus qui se réarrange tous les ans. Tous les ans, on a une nouvelle souche qui arrive et cette souche peut être plus sévère ou moins sévère. Il y a eu la fameuse grippe de Hong Kong en 1969. C'est également le hasard qui fait que cette année-là, on a une grippe qui va être associée à une maladie plus sévère. C'est une maladie qui est clairement saisonnière, la grippe, donc qui fait un pic. En l'occurrence, elle en avait fait 2 pour la grippe espagnole, et puis elle disparaît, elle est remplacée par une autre grippe l'année suivante. Et puis ce qui s'est passé, c'est que c'est arrivé juste après la fin de la Première Guerre mondiale, sur une population qui était dénutrie, qui était dans un état déjà extrêmement grave, donc une population extrêmement fragile, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont morts de surinfection bactérienne à une époque où il n'y avait pas d'antibiotiques, puisqu'on sait bien que la grippe, et d'ailleurs les maladies virales en général, peuvent donner une première phase de la maladie et parfois se compliquer, et c'est vraiment vrai pour la grippe, de complications bactériennes infectieuses. À une époque où il n'y avait pas d'antibiotiques, on soupçonne aujourd'hui que la majorité de la mortalité a été liée aux complications bactériennes de la grippe plus qu'à la grippe elle-même. Donc vous voyez, c'est un cadre complètement différent, et aussi à une époque où on n'avait pas évidemment les moyens qu'on a aujourd'hui, également de réanimation, de prise en charge des malades. On va continuer d'évoquer à la fois les variants et puis les portes de sortie, puisque vous nous avez dit que cette convergence évolutive des variants pouvait constituer une bonne nouvelle parce qu'on saurait où frapper. Frapper comment ? Eh bien, notamment avec des vaccins, bien sûr. Jean-Michel Pavlotsky, vous êtes virologue au CHU Henri Mondor et vous serez rejoint dans quelques instants par Steve Pascolo. Il est chercheur à l'hôpital universitaire de Zurich et cofondateur de CureVac. En attendant, il est 8h sur France Culture. Excellent réveil à tous. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Pandémie, c'est par où la sortie ? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Jean-Michel Pavlotsky, virologue au CHU Henri Mondor, et nous accueillons Steve Pascolo. Bonjour. Vous êtes Steve Pascolo, l'un des pionniers de l'ARN messager. Vous êtes cofondateur de CureVac et vous travaillez actuellement en tant que chercheur à l'hôpital universitaire de Zurich. Comme on va parler des vaccins et ou des médicaments, je vais vous demander, Steve Pascolo, si vous avez d'éventuels conflits d'intérêts. Non, donc j'ai cofondé CureVac en 2000, j'en suis parti en 2006. Donc, c'est-à-dire que j'ai laissé ma position et mes participations à la compagnie en 2006 pour avoir ma liberté académique que j'ai, donc de pouvoir travailler sur l'ARN messager, mais aussi sur d'autres sujets, donc, dont la chloroquine, que j'utilise depuis une dizaine d'années contre les cancers. Donc, je n'ai plus de lien financier avec CureVac, je ne collabore pas avec CureVac, je n'ai pas non plus d'action de Moderna ou de BioNTech, mais je collabore de façon académique. On a un support de l'Europe avec BioNTech sur des vaccins anti-cancer. Jean-Michel Pavlotsky, même question pour vous, vos éventuels conflits d'intérêts. Absolument. Moi, j'ai eu des liens d'intérêt très longtemps avec les industriels qui fabriquent des médicaments contre les hépatites virales, puisque ça a été la thématique de mon laboratoire pendant des années. Nous avons travaillé en collaboration avec eux, comme vous le savez, avec beaucoup de succès, mais pas de lien d'intérêt concernant le Covid et les maladies respiratoires.
Et nous travaillons actuellement au laboratoire sur le développement de nouvelles approches originales contre les maladies virales respiratoires qui sont financées par la Fondation pour la recherche médicale, qui est une fondation privée mais d'intérêt public, et par l'ANRS, Maladies infectieuses émergentes, qui est l'agence de recherche nationale. Alors, avant d'évoquer les vaccins et les médicaments, Jean-Michel Pawlowski, vous vouliez réagir à l'annonce du Conseil scientifique? Oui, je pense qu'il faut... Ces annonces du Conseil scientifique sont toujours beaucoup plus subtiles que ce qu'on pourrait penser. Et donc, elles peuvent être mal interprétées. C'est vrai que si on entend à la radio le matin en se réveillant que le variant brésilien va remplacer le variant anglais, ça nous donne l'impression d'une bascule à effectif constant. Aujourd'hui, on a à peu près 40 000 nouveaux cas par jour, une très grande majorité de variants anglais. Je pense que ce que le Conseil scientifique, et je connais très bien ses membres, a voulu dire, c'est pas qu'on aura 40 000 nouveaux cas de variants brésiliens. D'ailleurs, pourquoi le brésilien plus que le sud-africain je pense que ce qu'ils ont voulu dire, c'est qu'à partir... Oui, c'est une vraie question, mais bon, moi j'aurais mis les deux dans le même sac, parce que franchement, on ne sait pas qui va gagner la course. Je pense que ce qu'ils ont voulu dire, c'est qu'à partir du moment où la vaccination va s'étendre, les virus les plus sensibles à la vaccination vont tendre à diminuer en proportion. Ça va être le cas du variant anglais. Et d'autres virus moins sensibles à la vaccination vont pouvoir augmenter en proportion. Mais ce qui est important, ce n'est pas la proportion, c'est le nombre absolu. Et cette histoire de plus ou moins sensible à la vaccination, ce n'est pas un tout ou rien, ce n'est pas noir ou blanc. Ça veut simplement dire qu'on a besoin de taux d'anticorps plus élevés quand on est infecté par un variant anglais, sud-africain ou brésilien, pour que ce variant soit neutralisé. Donc ça veut dire qu'une partie de la population qui a moins bien répondu à la vaccination pourrait être infectée par ces variants-là. Donc l'espoir qu'on a, c'est quand même que la vaccination, c'est un espoir très raisonnable, diminue de façon très importante le nombre de nouveaux cas, et effectivement, qualitativement, on aura peut-être plus de ces variants moins sensibles à la vaccination. Steve Pascolo, votre point de vue au sujet de ces vaccins, de leur efficacité, puisque aujourd'hui le débat sont donc ces variants, et la crainte que l'on a, c'est que les vaccins qui étaient prévus pour la souche première du SARS-CoV-2 ne soient plus efficaces contre ces différents variants. Votre point de vue à ce sujet? Vous en avez parlé un peu plus tôt, donc il faut rappeler qu'effectivement le vaccin code pour une protéine qui s'appelle la spike, dont vous avez parlé, et qui permet de faire des anticorps contre cette protéine, qui est une grosse protéine à la surface du virus. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc cette protéine ne peut pas muter n'importe comment. Elle doit garder sa structure, elle doit garder sa fonctionnalité. Donc il faut imaginer qu'elle est une clé pour rentrer chez vous. Donc vous pouvez faire plusieurs clés avec des très petits changements et ça fonctionnera, mais vous ne pouvez pas prendre une clé de château ou la clé de voiture pour rentrer chez vous. Donc c'est un peu ce qui se passe avec la spike. Elle peut muter, mais légèrement, parce qu'elle doit garder sa forme, sa structure, sa fonctionnalité. Donc il y a des mutations, comme on voit, mais il est possible aussi effectivement de faire des vaccins ARN qui correspondent à ces mutations, qui donnent des protéines qui ont les mutations et qui donnent des anticorps qui vont reconnaître les mutations. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire, puisqu'effectivement, cette protéine codée par le vaccin, pour l'instant, donc, donne des anticorps qui reconnaissent tous les variants, pour l'instant, testés. Vous parlez des vaccins ARN et pour les autres vaccins, notamment l'AstraZeneca. Oui, l'AstraZeneca semble ne pas donner vraiment de protection contre le variant d'Afrique du Sud. Il faut savoir que la protéine spike codée par l'AstraZeneca n'est pas exactement la même que celle codée par les vaccins Moderna et BioNTech Pfizer. Si vous voulez, cette protéine spike, elle est flexible. Elle peut avoir deux conformations qu'on appelle préfusion ou post-fusion. Et à la surface du virus, la structure qu'elle a, ça s'appelle préfusion. L'AstraZeneca code pour la protéine qui peut avoir les deux conformations, pré- et post-fusion, alors que les vaccins ARN de BioNTech et de Moderna, on code pour une protéine qui est fixée grâce à deux petites mutations. Elle est fixée dans la structure préfusion. Donc, ça donne probablement des anticorps un peu différents que ceux que donne l'AstraZeneca, ce qui peut-être en partie explique que l'AstraZeneca protège moins contre certaines souches, dont la souche sud-africaine, alors que les vaccins ARN protègent efficacement contre cette souche. Donc, tout le monde ne le sait pas, mais effectivement,
la protéine codée par ces vaccins, par l'AstraZeneca versus les vaccins ARN, n'est pas exactement la même. Alors ça c'est un peu embêtant, Jean-Michel Pavlotsky, parce que j'ai la une du Parisien qui explique la méfiance des Français vis-à-vis de l'AstraZeneca. L'AstraZeneca, c'est, d'après différents prévisionnels, disons environ 20% des doses qui vont être administrées ou qui seraient administrées, parce que beaucoup de gens n'en veulent pas. On a évoqué l'épisode niçois où il y avait 4000 doses d'AstraZeneca et 58 personnes qui se sont présentées pour se faire vacciner. Votre point de vue sur l'utilisation de l'AstraZeneca, est-ce qu'il faut continuer, sachant que celui-ci pourrait avoir peu d'incidence sur le variant sud-africain ? Alors, comme toujours, c'est une question qui a l'air simple et la réponse est extrêmement complexe. Pourquoi ? Parce qu'il y a des aspects qualitatifs, il y a des aspects quantitatifs et il y a des aspects psychologiques qui jouent aussi dans le contexte actuel. On a parlé de la capacité des vaccins à protéger contre certains variants, certaines souches de virus. Encore une fois, et je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans du tout ou rien. On est dans un niveau de protection qui est un peu plus faible ou un peu plus important par rapport à certains variants, mais on n'est pas face à du zéro. Donc aujourd'hui, tous les vaccins qui existent entraînent un certain niveau de protection et ce sont les personnes qui répondent le moins bien qui seront les moins bien protégées. Il y a un deuxième aspect qui est la durée de la protection. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on n'a aujourd'hui pas de réponse. C'est combien de temps est-ce qu'on est protégé ? Est-ce que certains vaccins nous protègent plus longtemps que d'autres ? On n'a pas la réponse à cette question. Alors est venu se surajouter là-dessus à propos du vaccin AstraZeneca deux choses. Une première chose qui est totalement non médicale, non scientifique, qui est que la firme n'a pas été capable de délivrer ce qu'elle avait promis, ce qui a créé déjà un peu de manque de confiance envers une firme qui avait promis de donner des doses sur lesquelles la stratégie européenne et française était fondée et qui n'a pas délivré. Et derrière l'observation d'effets secondaires graves extrêmement rares, mais qui bien sûr, à partir du moment où ils sont amplifiés, vont avoir un impact psychologique sur les gens qui vont de ce fait se dire, alors on a une étude sud-africaine de très mauvaise qualité par ailleurs, qui dit que ce vaccin ne marche pas du tout. Bon, il faut vérifier. On a des effets secondaires qui sont rapportés. Et là, on se retrouve avec un vaccin qui, évidemment, apporte un bénéfice très important par rapport au risque qu'il fait courir. Oui, parce que c'est celui que l'Angleterre a utilisé. L'Angleterre l'a utilisé très largement. Donc, okay. Objectivement, il n'y a aucun doute, ce vaccin a un bénéfice-risque très important. Mais après, il faut comprendre la psychologie individuelle, où chacun évalue ce qu'il connaît de son risque personnel par rapport à la maladie et par rapport au vaccin, ce qu'il connaît du risque personnel qui va faire courir à la collectivité, et puis ensuite ce qu'il connaît du bénéfice qu'il attend et du bénéfice collectif. Et là, on voit bien que certains vont comprendre la dimension collective des choses et que d'autres vont dire moi, j'ai pas tellement de chance d'attraper le Covid et de faire une forme grave, j'ai peur de cette complication, je vais pas y aller. Et donc, il y a une part de rationnel et d'irrationnel qui fait qu'aujourd'hui, on est effectivement dans cette situation-là. Je pense qu'on a besoin de plus d'informations, en particulier sur l'efficacité réelle de ces différents vaccins par rapport aux variants. On a des informations qui viennent d'Israël sur le Pfizer, où on nous dit qu'il y a une diminution modérée, mais qui existe, de l'efficacité par rapport aux variants sud-africains. Ça a été rapporté récemment, une très bonne efficacité contre le variant anglais. À la fin, ce qui compte, c'est l'efficacité contre les formes graves. Parce qu'à la limite, faire une infection si on est vacciné, qui serait une infection courte, asymptomatique ou très peu symptomatique, c'est pas un problème. On transforme une maladie potentiellement grave en maladie bénigne. Ce dont on veut être certain, c'est qu'on prévient les formes graves. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui, avec tous les vaccins, de données qui viennent des autres pays qui ont vacciné, les États-Unis, l'Angleterre, Israël, sur la protection contre les formes graves et à un moindre degré sur la protection contre les différents variants. Et on a besoin de générer ces données en France. Et aujourd'hui, on est en phase ascensionnelle de la vaccination. C'est très important qu'on se fasse, nous aussi, notre propre expérience à ce niveau-là. Mais alors justement, qu'est-ce que vous en pensez, Steve Pascolo, de la protection des vaccins ARN contre les formes graves ? Le PDG de Pfizer a expliqué qu'il faudrait peut-être une troisième dose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'on va rentrer dans une phase de vaccination, par exemple, annuelle, avec un vaccin prévu contre les nouveaux variants du SARS-CoV-2 ?
C'est possible, mais ce n'est pas sûr. Pour l'instant, les 2 injections suffisent. Les 2 injections du vaccin ARN Moderna ou du BioNTech Pfizer suffisent à protéger effectivement contre le Covid dans tous les pays. Donc on voit en Israël qui a vacciné plus de 55% de sa population et plus de 80% des adultes, donc que la pandémie est terminée. Donc il n'y a pas de résurgence pour l'instant. On suit les choses, mais effectivement la population israélienne donc, montre que quand on a une large vaccination grâce au vaccin ARN, à nouveau, effectivement, ça ne peut pas être transposé automatiquement à l'AstraZeneca, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas exactement la même protéine qui est codée par l'AstraZeneca et par le vaccin ARN Moderna ou BioNTech Pfizer. Mais en tout cas, avec le BioNTech Pfizer en Israël, on voit que la population est protégée, la pandémie est terminée pour l'instant. Et effectivement, on suit pour voir si des variants peuvent se développer malgré la vaccination, en quel cas il y aura très vite un nouveau vaccin ARN et là effectivement une 3e injection. Mais pour l'instant, les 2 injections suffisent. Mais oui, parce que c'est cela. Alors par exemple, si on prend la situation israélienne, Steve Pascolo, on se dit qu'aujourd'hui, il y a donc une vie quasiment normale qui revient peu à peu en Israël, mais le pays est, je crois, encore soumis à une quarantaine stricte. Il n'est pas possible d'y aller. Dès lors, il ne peut pas y avoir de contamination venue de l'extérieur. Est-ce que on peut imaginer que la situation change si d'aventure il y avait tel ou tel variant qui faisait son arrivée dans ce pays ? Oui, donc c'est suivi. C'est intéressant parce qu'au niveau d'un pays, donc on peut voir effectivement ce qui se passe. Et pour l'instant, comme je le disais, il n'y a pas de résurgence. Le nombre de cas continue à diminuer, donc tout va très bien. Et si jamais il y a un variant qui arrive, à ce moment-là, effectivement, les gens auront une 3e injection. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. À quoi sert cette 3e injection ? Vous voulez dire une 3e injection avec un nouveau vaccin, oui. Steve Pascolo ? Oui, c'est ce que je veux dire. Donc, au cas où il y a un nouveau variant qui échappe à la vaccination, il faudra une 3e injection avec un nouveau vaccin. Sinon, en dehors de cela, Jean-Michel Pawlowski, est-ce que l'on peut redouter, je ne sais pas, un échappement immunitaire ou quelque chose qui ferait que cette protection apportée par un vaccin, par exemple, ne perdure pas, qu'elle diminue fortement après quelques mois, ou bien qu'elle soit, mais là on a parlé en partie, qu'elle soit insuffisante vis-à-vis de tel ou tel variant ? En réalité, l'émergence des variants, elle est le résultat de cet échappement immunitaire déjà. Et on sait aujourd'hui que certains variants sont moins sensibles à la vaccination. Et encore une fois, je veux répéter, ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas du tout, ça veut dire qu'ils sont moins sensibles. Donc à titre personnel, je pense qu'il sera utile d'avoir une 3e dose de vaccin avec un vaccin ARN qui intégrera ces mutations dont on a parlé tout à l'heure qui vont vers la convergence. Pour étendre la protection, bien sûr, si on voit que la protection est formidable contre tous les variants qui existent et qui sont connus, c'est très bien, mais sincèrement, je ne le crois pas. Et la question fondamentale, c'est combien de temps dure la protection, sachant qu'il y a les anticorps neutralisants, mais qu'il y a également des réponses qu'on ne voit pas, qu'on ne mesure pas, qui sont les réponses cellulaires, et qui font que cette réponse peut durer un peu plus longtemps. Mais je voudrais revenir sur un autre point. On a parlé beaucoup de techniques. C'est bien d'avoir des super vaccins, mais il faut être capable de les administrer. Il ne faut pas oublier que cette pandémie est une pandémie mondiale. Aujourd'hui, il y a des pays où l'infection flambe. Et l'inquiétude, elle est un peu qualitative. On parlait du variant brésilien au Brésil. On aurait pu parler du variant indien qui est en train d'émerger en Inde, où l'épidémie est en train de flamber. Allez-y, je vous en prie. C'est un autre variant qui a 2 mutations qui peuvent conférer une meilleure infection, une meilleure infectivité, une résistance, mais qui sont des mutations connues, qu'on a déjà vues sur d'autres, mais qui là se retrouvent ensemble. Par exemple, si on prend la situation d'Israël, Israël est effectivement dans une situation où il contrôle l'épidémie et la bande de Gaza, l'épidémie flambe. C'est à côté. Il y a des travailleurs de Gaza qui vont travailler en Israël. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a des solutions techniques, il faut qu'on soit capable d'en faire profiter tout le monde. Parce qu'on ne contrôlera cette pandémie que si on le fait à l'échelon mondial. Et ça ne sert à rien, nous, dans nos pays, de réussir à contrôler à peu près ce qu'on veut contrôler et de reprendre une vie à peu près normale, si toute l'Amérique du Sud, toute l'Afrique et une partie de l'Asie sont en train de flamber, parce que le monde a besoin de reprendre sa vie normale. On est un monde ouvert, de
de collaboration, de contact, de voyage. Donc, mon inquiétude est moins technique, moins technologique qu'une inquiétude de logistique, de mise en place, d'accès des pays du Sud à la prise en charge, au diagnostic, à la vaccination et de protection mondiale. Mais oui, mais alors justement, ce qui est inquiétant là-dedans, Steve Pascolo, c'est que l'on s'était dit qu'il y avait une immunité collective qui avait été atteinte dans certaines régions au Brésil, à Manaus, et puis on voit qu'on a des réinfections, ou en tout cas elles sont présentées comme telles. Votre point de vue là-dessus ? Oui, donc les infections naturelles ne protègent pas forcément contre certains variants. Par exemple, il semble que les personnes qui étaient infectées en 2020 par, disons, la souche Wuhan, la souche initiale, ne sont pas protégées contre la souche d'Afrique du Sud. Donc l'infection naturelle protège assez peu contre d'autres variants, alors que le vaccin, lui, protège bien. Donc pour l'instant, à nouveau, il n'y a pas d'inquiétude. Les vaccins ARN semblent protéger contre toutes les souches. Et pour ce qui est de la distribution dans le monde entier, il faut quand même voir que en 2020, les compagnies ARN, donc Moderna, BioNTech, CureVac, n'étaient pas capables de produire des centaines de millions de doses. Donc les vaccins ARN étaient encore en développement, en général plutôt contre des cancers, et ça commençait aussi avec certains virus. Mais donc les capacités de production n'étaient pas suffisantes pour délivrer un vaccin très vite dans le monde entier. Ça a changé en 2020. Les compagnies ont investi énormément pour avoir des nouvelles usines. Moderna a une usine maintenant en Suisse. BioNTech a ouvert une usine à Marbourg en Allemagne. Et ces usines sont faites pour faire des milliards de doses. On n'avait pas ça en 2020. On avait vraiment des productions en 2020 qui étaient de l'ordre du million de doses maximum. Donc ça a changé. Il y a des nouvelles infrastructures qui peuvent maintenant faire vraiment très vite des grandes quantités d'ARN messager. Aussi, les produits nécessaires à la production sont maintenant disponibles dans les quantités nécessaires. Donc toute la chaîne de production est en place maintenant pour qu'on puisse produire rapidement des centaines de millions de doses. Ce n'était pas le cas en 2020. Donc s'il faut un nouveau vaccin ARN contre des nouveaux variants, on ne sera pas dans la situation de 2020. On est dans une nouvelle situation où la production pourra être de masse très rapidement et être distribuée beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'était en 2020. Jean-Michel Pavlotsky, est-ce qu'il y a d'autres pistes thérapeutiques autres que les vaccins ? Et on sait par exemple que le sida a été maîtrisé grâce à des trithérapies. Est-ce qu'on peut imaginer cela pour le SARS-CoV-2 ? Alors on peut bien sûr imaginer, et c'est important de travailler sur des approches antivirales. Il y a quand même une grosse différence entre cette maladie Covid et plus généralement les maladies virales respiratoires aiguës et ce qu'on connaît du sida ou de l'hépatite C. Le sida, l'hépatite C, ce sont des maladies chroniques avec un virus qui est présent de façon permanente et où exercer une pression antivirale, c'est-à-dire diminuer la production de virus, permet dans le cas de l'hépatite C la guérison et dans le cas du VIH, avec un traitement à vie, d'empêcher les symptômes de survenir et donc d'empêcher les gens de mourir. Donc c'est quelque chose qui est un combat contre quelque chose qui est établi et où on diminue la production de virus. La maladie Covid elle est complètement différente. C'est une maladie où on va avoir une phase virale au début, avec ce syndrome grippal, avec de la fièvre, avec une production de virus très importante. Mais le moment où les gens sont malades, le moment où ils vont à l'hôpital, où ils vont s'aggraver, à ce moment-là, ce n'est plus le virus le problème, c'est la réaction immunitaire très forte de l'hôte contre le virus qui crée les symptômes. Et à ce moment-là, les expériences qu'on a montrent que l'intervention antivirale, elle est trop tardive. Et qu'à ce moment-là, c'est un traitement anti-inflammatoire. On utilise la dexaméthasone, on utilise un certain nombre de médicaments immunomodulateurs qui sont à l'essai. Mais le traitement antiviral, à ce moment-là, n'a pas d'efficacité. Donc il faudrait être capable de faire le diagnostic très très tôt dans la maladie et de traiter très très tôt des gens qui n'ont pas de symptômes ou des symptômes très modérés. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un paradigme complètement différent de ce qu'on connaît des maladies virales chroniques. Bien sûr, il y a une recherche active qui est menée pour des antiviraux contre cette maladie-là, mais nous, ça nous a permis de réfléchir aussi sur l'intérêt des approches antivirales dans ce type de maladie. Et on a plus intérêt pour ce type de maladie à développer des approches immunomodulatrices qui permettent de diminuer cette maladie immunitaire. Et puis le vaccin, évidemment, qui permet de protéger en amont. Votre point de vue, Steve Pascolo, sur les pistes thérapeutiques ? Les coronavirus sont des virus à ARN, c'est-à-dire qu'ils ont comme génome pas de l'ADN, comme nous, mais de l'ARN. Donc ils ont une activité enzymatique qui s'appelle une réplicase, qui fait de l'ARN à partir de l'ARN. Et cette activité enzymatique, on ne l'a pas.
Donc, il est possible théoriquement de cibler assez spécifiquement ce genre d'activité enzymatique. Donc je pense qu'effectivement beaucoup de compagnies travaillent sur des inhibiteurs spécifiques de ces réplicases, de ces protéines qui sont particulières à ces virus. Je pense qu'il est très possible qu'on ait des médicaments efficaces contre les réplicases et du coup des médicaments efficaces contre le coronavirus qui vont arriver. Et justement, lorsque vous évoquez ces pistes thérapeutiques, vous semblez très confiant. Vous êtes, comme je l'ai dit, l'un des pionniers de l'ARN messager. Au-delà de la question du SARS-CoV-2, vous considérez que l'ARN messager peut être efficace contre le cancer, contre d'autres maladies. Est-ce que c'est un espoir que vous formulez ou est-ce qu'il y a aujourd'hui concrètement des guérisons de cancer, d'autres maladies par l'ARN messager ? Les autres utilisations de l'ARN messager sont en développement clinique. Donc maintenant tout le monde connaît les phases 1, 2 et 3. Donc il faut montrer d'abord la sécurité, puis l'efficacité, puis effectivement contre un placebo, vérifier que ça fonctionne. Mais effectivement l'ARN messager peut être utilisé pour tout, parce que l'ARN messager donne une instruction aux cellules. Donc elle permet aux cellules d'avoir une nouvelle fonction, où l'ARN peut aussi corriger une fonction déficiente dans une cellule, par exemple dans une maladie génétique ou dégénérative. Donc effectivement, l'espoir, c'est qu'avec l'ARN messager, on peut pratiquement tout traiter. Et il y a une facilité de production de l'ARN messager, comme on le voit maintenant dans la pandémie. Il y a une sécurité, comme on le voit aussi. Et il y a une flexibilité. On peut effectivement, théoriquement, pratiquement tout faire. Alors ça prend du temps, ça prend des années de recherche et de développement clinique. Mais effectivement, on voit maintenant que les stratégies à base d'ARN messager en médecine sont en développement exponentiel et on aura beaucoup dans le futur de nouveaux médicaments à base d'ARN messager, donc pas seulement des vaccins, mais aussi des thérapies qui vont venir. Jean-Michel Pawlowski, j'ai gardé la question la plus difficile pour la fin. La fin de la pandémie, c'est pour quand ? C'est une très bonne question. J'adorerais pouvoir y répondre. Je pense que la fin de ce virus, c'est pour jamais. C'est un virus qui va s'installer pour toujours. Il faut l'accepter. En revanche, la question qui se pose, c'est à quel moment la vie normale revient. Et je pense qu'avec l'atténuation naturelle qui va se faire au cours des années qui viennent, avec les vaccins, avec les politiques, les années qui viennent, oui, il faudra des années pour que ce virus devienne un virus bénin, il faut l'accepter. En revanche, si les populations sont bien protégées avec le vaccin, on va pouvoir assez rapidement reprendre une vie à peu près normale. Rapidement. Ne me demandez pas la date. Vous savez bien que je n'en sais rien et que je suis comme vous et que j'espère que ce sera le plus tôt possible. Je pense que, si, je suis comme vous. Je subis comme vous. Nous subissons tous la situation. Vraiment, la clé aujourd'hui, c'est la vaccination de masse dans notre pays. Mais je l'ai dit et j'insiste, également dans d'autres pays. C'est très important. Il faut que tout le monde ait accès. L'été va voir des améliorations. On devra avoir une rentrée prochaine à peu près normale, mais qui ne sera pas complètement normale. Et tout le monde espère, et je dis bien espère parce que je ne veux pas qu'on me ressorte cette bande dans un an ou deux en me disant « Regardez ce que vous avez dit ». L'année 2022 devrait être l'année du retour à une vie normale, mais avec un virus qui continuera d'être présent. C'est comme avec le VIH, on a continué à avoir des malades, on continuera à avoir ce virus qui circule de façon, à ce moment-là, peu grave et modeste. Steve Pascolo, même tarif, une conclusion et les perspectives selon vous pour cette maladie ? Je suis optimiste parce que bien sûr, on vit la pandémie, le temps paraît long, mais si vous retournez en 2020, donc effectivement un virus publié au mois de janvier, un vaccin approuvé au mois de décembre, c'est extrêmement rapide. Ça montre que ces nouvelles technologies qui ont émergé dans le public sont rapides et efficaces. On est maintenant un peu plus d'un an après le début de la pandémie et du confinement, mais on voit que grâce à ces vaccins, on est quand même très réactif. On peut aller très vite. Donc en moins d'un an, il y a eu tous ces changements qu'on a vécus. Si vous regardez rétrospectivement à l'échelle, disons, de l'histoire, c'est allé extrêmement vite. Donc on a maintenant des nouveaux outils, comme je le disais, des nouvelles usines qui produisent des vaccins, la technologie qui a encore évolué. Il y a 20 ans, pour faire des vaccins ARN, j'utilisais en clinique des centaines de microgrammes donc pour vacciner les patients cancer. Maintenant, on utilise
30 microgrammes pour le BioNTech Pfizer, 12 microgrammes pour le CureVac. Ça diminuera grâce à la recherche, au développement, aux améliorations. La dose sera de plus en plus faible, ce qui veut dire que la production sera de plus en plus facile. Donc je pense qu'effectivement, on retournera pas, je pense, à une vie identique à 2019. On va garder un petit peu de réflexes, de gestes barrières, etc. Mais on voit aussi que la technologie s'est développée et qu'on a des nouveaux outils extrêmement efficaces, extrêmement rapides, extrêmement sûrs. Donc ça donne quand même un grand espoir pour terminer cette pandémie rapidement et pour prévoir et corriger d'autres pandémies éventuelles. Merci Steve Pascolo. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'hôpital universitaire de Zurich, tandis que Jean-Michel Pawlowski est virologue au CHU d'Henri Mondor.